Bonjour chers participants. Bienvenue à la troisième édition de la Semaine de l'astronomie et des découvertes spatiales au Bénin, qui est un événement organisé par Cosmolab Hub, qui est dans le secteur de l'éducation et de l'ingénierie aérospatiale. Donc, depuis 3 ans, nous avions décidé d'organiser un événement, comme on dit en anglais, outreaching, pour permettre au grand public, enfants, jeunes, adultes et professionnels, de comprendre comment est-ce que les technologies spatiales modélisent, régularisent et on s'en sert dans la vie du quotidien. Et quelles sont les opportunités, les métiers qui s'y trouvent, comment peut-on faire carrière dans cette discipline ou dans ce secteur-là qui n'est pas en vogue chez nous dans les pays francophones d'Afrique et aussi en Afrique en général. Donc, quelles sont les opportunités existantes pour vous, jeunes, enfants et autres? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez apprendre à l'école? Comment est-ce que les filières, les carrières, ce que vous apprenez actuellement à l'école, peu importe la série, peut servir et être utile dans le métier de l'ingénierie aérospatiale? Et en plus, euh, quel que soit votre background, si vous êtes déjà actif dans la vie, vous êtes déjà professionnel dans un secteur, que vous soyez juriste, médecin, digital creator, content creator, que vous soyez graphiste, que vous soyez statisticien, informaticien, data analytic, what else, peu importe, ou businessman, que vous soyez quoi encore, agriculteur, vous saurez, c'est l'occasion pour vous de savoir comment est-ce que les technologies spatiales peuvent vous aider et à optimiser votre rendement, votre travail et vous aider à anticiper surtout sur les, les aléas et les éventuels dégâts que votre travail pourrait avoir sur l'environnement dans lequel vous travaillez, ou encore réciproquement, que l'environnement dans lequel vous travaillez peut amputer ou euh, causer certains dommages sur le travail, sur le rendu de votre travail. Donc, c'est à cette occasion, pour cette édition de la SEMAD, nous avions pensé ou jugé utile de faire une présentation sur les métiers et opportunités dans le spatial. Et cette fois-ci, nous avons la chance d'avoir Assel qui, depuis le Japon, depuis la première édition d'ailleurs, était avec nous à Cotonou, la deuxième édition à Parakou, et cette fois, c'est la troisième édition à Cotonou au sein de Bénin Excellence, va nous s'entretenir sur comment est-ce que les métiers, quelles sont les opportunités existantes dans le secteur spatial. D'abord, quels sont les métiers qui s'y trouvent, quelles sont les branches et les secteurs, quels sont les grands domaines, les grands axes, quel est le background qu'il faut avoir, quel est le parcours qu'il faut suivre, et c'est pour qui, c'est réservé pour qui? Est-ce que le vendeur ou la vendeuse de bananes ou du marché, en réalité, a aussi son mot à dire dans le spatial parce que à UNOSA, United Nations, Outer or Space Office, il y a une des lois qui dit en réalité space matters for all, so no one should leave behind. So we're here to share all those knowledge and opportunities and what kind of path to show to be embedded with in order to have for having career in space industries. So welcome Hassel and thanks for accepting having these sessions with us. May you introduce yourself? Over to you. Hello, thanks Thierry for having me for this meeting. I guess our viewers are mostly French speakers, so I think it's better to shift from English to French. And oui, je te remercie infiniment Thierry de me donner la parole et de me permettre de faire cette présentation pour les participants de la semaine de l'astronomie et des découvertes spatiales.
Donc, effectivement, bonjour à tous d'entrée de jeu. Je m'appelle Axel Gaou et comme l'a annoncé Thierry, je ferai cette présentation depuis le Japon. Je préciserai là où je suis actuellement et un peu plus par rapport à mon background au début de la présentation. Et donc, sans plus tarder, je vais commencer. Comme je l'annonçais, dans le cadre de la semaine de l'astronomie et de l'écologie spatiale, je m'avais animé donc, cette présentation ayant pour thème les métiers dans le spatial, opportunités professionnelles dans l'observation du ciel et l'ingénierie spatiale. Donc, voilà. À l'écran, vous avez une image de moi. Euh, c'est moi sur la photo, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Devant une maquette de fusée, c'est une fusée, la H2A, le lanceur principal de l'agence spatiale japonaise, la JAXA. Donc, la photo a été prise au centre spatial Tsukuba. C'est dans une préfecture japonaise que cette photo a été prise. Et donc, votre intervenant, c'est, comme je me suis présenté, Marion Axel Gaou. Je suis étudiant en électricité et électronique au National Institute of Technology dans la préfecture de Ibaraki, au Japon. Et je suis également content creator. J'anime notamment une chaîne YouTube du nom de Nord 3.0 qui a pour but de faire de la vulgarisation scientifique et technique. Hormis cela, je suis un passionné du ciel et de l'espace, ce qui m'amène à intervenir aujourd'hui pour faire cette présentation. Et à mes heures perdues, je suis aussi photographe amateur. Donc, voici une brève présentation de l'autre de cette session-là. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. En commençant par parler du spatial, en ce qu'il a d'important et d'utile pour nous. Alors, lorsqu'on parle du spatial, lorsqu'on parle du ciel et de l'espace, lorsque vous entendez parler du spatial, de l'aérospatial, euh, il est normal que la plupart d'entre vous vous demandent en quoi c'est vraiment important lorsqu'on parle de décollage, lorsqu'on décrit une fusée, telle fusée a décollé, tel pays a envoyé tel satellite dans l'espace, il y a des astronautes dans le ciel, l'astronomie, tout cela, en quoi c'est important, en quoi c'est utile et en quoi cela est peut-être quelque chose d'important pour qu'on y fasse carrière, pour qu'on décide de faire un métier. C'est de cela que je vais parler d'entrée de jeu. Donc, il faut savoir, chers amis, que lorsqu'on parle du ciel et de l'espace, il s'agit de tout ce qui concerne euh, le monde en dehors de notre monde terrestre. On parle de l'espace atmosphérique, donc c'est ça l'espace en fait. Les Anglais parlent de outer space, donc l'espace au-delà. Et donc, d'entrée de jeu, il s'agit d'abord du ciel. Le ciel qu'on observe, euh, c'est en gros, mais en réalité, c'est tout ce qu'il y a en dehors de l'atmosphère terrestre. Euh, on a notre Terre qui est en fait une planète, qui a une sphère. Nous sommes euh, habitants de la surface de cette sphère-là, de cette Terre. Elle a une atmosphère. Et donc, ce qu'on observe comme ciel, c'est cette atmosphère et ce qu'il y a au-delà de cette atmosphère, l'espace extra-atmosphérique. Donc, observer ce qu'il y a au-delà de l'espace euh, extra-atmosphérique, faire des mesures, étudier tout cela, c'est ça qu'est l'astronomie et sa discipline assimilée. Le faire nécessite des outils. Le fait de pouvoir observer le ciel en profondeur, de pouvoir faire des mesures de distance qu'il y a entre les astres, entre les autres planètes de notre système solaire, entre les étoiles, les galaxies et tous les corps des cieux, du ciel, des corps célestes. Tout cela nécessite des outils. Et le fait de pouvoir mettre au point ces outils-là,
et le fait de pouvoir utiliser ces outils-là pour faire ces observations, pour faire ces mesures, pour faire des découvertes, tout cela engage des sciences et de la technologie qui a comme retombée le fait de répondre à des questions fondamentales, des questions comme le fait de, si vous êtes quelqu'un qui observe souvent la Lune, vous constaterez que c'est pratiquement à chaque fois le même côté de la Lune que l'on observe. Donc, il y a des astronomes, des observateurs du ciel qui se sont demandés, ah, mais pourquoi à chaque fois on observe le même côté de la Lune, à chaque fois, et pourtant on sait que c'est une boule et c'est une boule qui tourne sur elle-même, qui tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil. Se poser ces questions fondamentales-là permet de chercher à y répondre. En y répondant, on apprend plus sur notre univers, n'est-ce pas? Et la réponse à ces questions-là ouvre des champs, des disciplines scientifiques qui apportent encore plus dans le développement des mathématiques, le développement de la physique. Il y a ces retombées-là. D'autre part, le développement de ces outils technologiques, les lunettes astronomiques qui sont utilisées pour faire ces observations, tout cela permet de développer encore plus de technologies. Ça, c'est au niveau basique. Lorsqu'on va au-delà, lorsqu'on cherche à aller explorer maintenant ces mondes-là, ce qui se passe au-delà de la Terre, on développe des technologies qui sont les fusées. Si on veut observer ce qui se passe sur Terre, donc quand on envoie des choses dans l'espace, on a les satellites et on a les retombées que ces satellites-là, dans la communication, dans l'imagerie, tout cela donne des technologies qui ont leur importance actuellement. Donc, c'est là qu'on parlera de transfert de technologie, en fait. Les technologies qui ont été développées pour l'astronomie et l'aérospatiale, les autres disciplines qui sont liées au fait d'observer le ciel ou d'y aller, ou d'y envoyer des choses, tout cela a des applications sur un bon nombre d'activités ici sur Terre, que ce soit dans l'industrie, que ce soit pour la médecine, que ce soit même dans l'énergétique, que ce soit dans bon nombre d'autres domaines. Tout cela a des retombées, en fait, et c'est ce qui rend le spatial utile en réalité. C'est ce qui fait que ça a son importance. C'est le fait d'y investir a toujours des retombées ici sur Terre, sur d'autres disciplines qui apparemment n'ont pas rapport avec l'espace. Et je m'aimerais vous donner un exemple concret des retombées, des applications du spatial pour nous, personnes présentes ici sur Terre. Et donc, un exemple patent, un exemple concret de transfert de technologie, c'est dans le domaine de l'industrie. Dans le domaine de l'industrie, on utilise des technologies pour produire, pour créer des produits, pour créer des produits commercialisables pour le grand public, pour qu'on puisse utiliser dans des métiers spécialisés ou dans la vie de tous les jours. Et un domaine de l'industrie spécialement qui a connu de grandes avancées à partir du spatial, c'est notamment l'imagerie et la communication. Et donc, comment cela s'est passé? Voilà, vous avez à l'écran une caméra de la compagnie Kodak. La compagnie Kodak a notamment développé des caméras, des spectroscopes, donc des caméras capables d'analyser, de filmer et de faire des photographies dans plusieurs gammes de la lumière. La lumière, sans aller dans trop de détails trop spécifiques, trop techniques, la lumière, c'est quoi? C'est des ondes électromagnétiques qui vont des ondes radio aux ondes à haut rayonnement énergétique, les ondes gamma, les ondes à haute énergie gamma, tout cela. Et on a la lumière qui est la lumière visible qui nous permet de voir, que l'on peut déceler à l'œil nu. Il y a les zones infrarouges, les zones ultraviolets, il y a toutes ces zones-là du spectre électromagnétique, donc la lumière étant une partie des ondes électromagnétiques. Une caméra a été développée pour non seulement faire des observations dans la lumière, mais aussi dans l'infrarouge, l'ultraviolet. Donc, ce développement, c'était pourquoi? C'était pour que les astronomes qui demandaient cela puissent observer le ciel et particulièrement le soleil et faire des photographies du soleil. Donc, la compagnie Kodak a développé donc une pellicule dénommée la Technical Pen qui a pu permettre de faire des observations du soleil. Vous savez, le soleil, c'est une étoile, ça dégage des rayonnements, non seulement de la lumière,
mais aussi des rayonnements très énergétiques, donc notamment dans l'ultraviolet et autres, les rayons X notamment. Et donc, cette pellicule a été développée pour pouvoir faire cette observation-là. Et la pellicule Technicon également de la caméra Kodak a été utilisée par les astronautes des missions Apollo, c'était dans les années 1960-1970, et ça leur a permis de pouvoir faire, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils ont utilisé comme caméra manuelle pour pouvoir filmer euh, ce qu'ils faisaient comme activité sur la surface de la Lune. Donc, cette technologie qui a été développée là, elle n'est pas restée comme cela. Elle a été utilisée à la fin parce que ces missions étaient brèves. Les astronomes ont fait des observations, ils ont eu des mesures de cela. Les astronautes de l'Apollo 11, des missions Apollo 11 et toutes les missions qui sont posées sur la Lune ont fait leurs observations, ont fait leurs mesures, tout cela, les expériences. Mais cette technologie a déjà été développée. Et donc, les gens cherchaient à savoir si ça pouvait être utilisé sur Terre. Et effectivement, ils ont pu utiliser ça également sur Terre. Et il s'avère que cette pellicule-là s'est avérée très utile pour faire de la spectroscopie, donc faire des mesures et des analyses pour les ondes électromagnétiques dont j'ai parlé, dans le domaine médical. Dans le domaine médical, quand quelqu'un a malheureusement a fait un accident et a eu une fracture de l'os, donc un os du squelette, il y a une fracture. Comme c'est quelque chose qui se passe en interne, on ne peut pas voir, mais on peut le détecter en envoyant des rayonnements dans la gamme X qui permet de pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc, cette analyse-là a été rendue possible grâce à une pellicule développée pour partie par Kodak. Donc, il y a cela, il y a d'autres gammes de spectres électromagnétiques qui ont été utilisées pour ça. Donc, ça a eu son application dans le domaine médical, dans d'autres domaines industriels aussi pour faire de la spectroscopie, donc pour analyser le spectre des rayonnements. Euh, Imaginons par exemple pour ceux qui doivent développer des, des composants qui ne peuvent pas, dont les propriétés ne peuvent pas être visibles à l'œil nu. Donc, il faut les analyser dans les autres gammes du spectre électromagnétique. Cette pellicule s'est avérée utile. Ça s'est avéré utile aussi pour la photographie industrielle, dont je suis en train de parler actuellement. Ça s'est aussi avéré utile pour le domaine artistique, n'est-ce pas? Donc, voilà un exemple parfait de l'utilisation d'une technologie qui a été développée pour l'astronomie, pour l'aérospatiale et qui a eu des retombées ici sur Terre notamment. Et un autre exemple, euh, pas tant assez simple pour que vous le percevez, c'est les panneaux solaires. Les panneaux solaires, les capteurs solaires, pour parler même en réalité, c'est des capteurs qui sont faits à base de cellules dites photovoltaïques, c'est-à-dire c'est cellules euh, qui sont excités par le rayonnement solaire, donc la lumière du soleil, et qui vont produire de l'énergie en retour. Donc, c'est basiquement des feuilles de silicate de silicium en réalité, et qui donc, à partir de la lumière du soleil, du rayonnement solaire, produisent de l'énergie électrique qu'on peut utiliser. Ce type de fait de pouvoir avoir le soleil comme source d'énergie et pouvoir transformer ça en électricité, ça a connu son essor, ça va commencer par être développé des petites recherches, mais ça a vraiment connu son essor et ça a permis de pouvoir l'utiliser dans la vie de tous les jours actuellement avec le domaine spatial. Parce que les agences spatiales, lorsqu'elles ont commencé par envoyer des satellites dans l'espace, à la fin des années 50, début des années 1960, ils se sont rendus compte qu'ils ne vont pas avec une source d'énergie assez suffisante pour permettre aux satellites de rester pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Notamment lorsque les satellites sont ce qu'ils appellent des sondes spatiales, donc qui doivent aller au-delà de l'orbite terrestre pour aller visiter d'autres satellites, d'autres planètes. Ils sont avérés que la source d'énergie la plus abondante dans cet environnement-là, c'est le Soleil. Donc, pour pouvoir bénéficier du Soleil, de l'énergie du Soleil, ils ont donc développé des cellules photovoltaïques, des cellules solaires, des capteurs solaires là, des panneaux solaires, qui étaient disposés au niveau de la sonde et qui étaient la principale source d'énergie pour les sondes du moment qu'elle pouvait bénéficier du rayonnement du soleil direct et ainsi pouvoir continuer à fonctionner pour leur électronique, pour pouvoir leur antenne émettrice et tout ça là. Voilà comment les panneaux solaires ont connu en réalité leur essor grâce au spatial et par la suite, ça a été développé dans les années 1950, n'est-ce pas, 1960, et par la suite, ça a été utilisé ici sur Terre et on parle maintenant, c'est l'énergie, en termes d'énergie renouvelable, c'est largement utilisé sur Terre
et ça a connu son essor. Voilà un autre exemple patent de l'importance, l'utilité de l'aérospatiale et de l'astronomie ici sur Terre. Et donc, chers amis, sachant cela, il faut savoir que l'astronomie également et les disciplines affiliées font partie des disciplines scientifiques qui ont un lien direct avec la population. Parce que ceux qui y travaillent, en fait, ce sont des ingénieurs, ce sont des techniciens, ce sont des mathématiciens, des techniciens, des maintenanciers, des personnes qui utilisent leur savoir, en fait, qui travaillent sur des projets de l'astronomie, de l'aérospatiale, euh, qui, en fait, ont des retombées directement ici sur Terre. Les satellites que l'on envoie permettent de faire des mesures, permettent d'avoir des données, des data que l'on utilise ici, directement ici sur Terre. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé, qui est réservé qui est fait par une partie de la population, qui est réservé à une partie de la population. Non? C'est quelque chose auquel euh, toute la, des personnes spécialement formées pour ça, de la population, peuvent participer et les retombées sont pour une large partie de la population, ainsi que ça a été démontré tout à l'heure. Et non seulement ça, les personnes impliquées dans cette technologie-là ne sont pas que des personnes d'un seul pays, ce sont des personnes venant du monde entier. Parce que si on prend le domaine de l'astronomie, l'observation du ciel, le ciel que l'on observe, c'est l'atmosphère précédente sur toute notre planète. Et donc, il n'y a pas de frontières dans le ciel. Donc, pour l'observer, pour faire de bonnes observations astronomiques, ça dépasse le cas des frontières des États. Il faut faire souvent des collaborations entre plusieurs pays pour pouvoir faire des projets internationaux d'observation du ciel, n'est-ce pas? Donc, l'astronomie et tout ce qui a trait à l'espace, souvent, très souvent, encourage la collaboration entre des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs du monde entier. Donc, voilà ce qu'est l'importance et l'utilité du secteur de l'astronomie du spatial. Maintenant, parlons des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Quelles compétences faut-il pour y travailler? Parce que c'est intéressant, ça peut intéresser certaines personnes, mais elles se disent, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme compétences pour pouvoir y travailler? Tout simplement, l'astronomie et les autres secteurs du spatial font appel à des disciplines que d'autres disciplines, d'autres secteurs d'activité sociétaire utilisent. Les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique sont d'autant de disciplines scientifiques, techniques, desquelles, ayant ces compétences-là, on peut prétendre à travailler dans l'astronomie et l'aérospatiale, en fait. Et il n'y a pas que ça. On peut être chercheur, technicien, ingénieur, informaticien, chimiste, médecin, et travailler dans le secteur aérospatial, l'astronomie. Mais également, on peut être dans quelqu'un qui est dans le secteur qui travaille dans l'administration, dans le secteur tertiaire, j'avais dit, quelqu'un qui offre ses services. On peut être juriste, on peut être artiste, on peut être on peut être quelqu'un qui travaille même dans le secteur du textile et être impliqué dans l'aérospatiale. Et je vais, dans la suite de la présentation, vous le verrez. Donc, il y a, en fait, de base, c'est ce qu'il faut dire, de base, il y a un certain nombre de compétences qui sont des compétences scientifiques et techniques qui sont requises pour travailler dans le secteur de l'astronomie parce que ça fait appel aux mathématiques, à la physique, parce qu'il faut calculer des distances, il faut prendre des mesures, donc ça demande des formules mathématiques, des formules physiques, des concepts, en fait, qu'il faut pouvoir maîtriser. Donc, c'est ça de base, en réalité. Mais il y a des projets, ça s'est impliqué dans des projets. Contrairement aux premières heures de ces disciplines-là, où c'est quelques têtes qui travaillaient, de nos jours, il y a des projets qui dépassent en fait les secteurs des disciplines de base, où en fait, c'est des projets nationaux, gouvernementaux en réalité, qui font appel à de multiples personnes avec une large variété de compétences en réalité. Donc, il y a cela, et il faut donc que ces personnes travaillent en équipe. Donc, on a une collaboration intra-nationale au sein du même pays entre des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des membres du personnel administratif, mais aussi au plan international entre des chercheurs et des ingénieurs du monde entier. Donc, voilà ce qu'il a dit par rapport au profil des personnes qui peuvent travailler dans les métiers du ciel et de l'espace. Alors, ayant dit cela,
ayant ces compétences-là, donc quels sont les domaines, en fait, dans lesquels on peut donc appliquer ce qu'on a comme compétences scientifiques, techniques ou même administratives, artistiques? Euh, Comme je l'avais dit, lorsqu'on parle de génie spatial et des disciplines qui sont affiliées, on a l'impression que c'est quelque chose qui est réservé à une poignée d'élite. On voit des astronautes, le métier qui parle, en fait, et ce n'est pas un métier, même en réalité, mais la carrière, la profession qui pop à l'esprit lorsqu'on parle de cela, c'est le métier d'astronaute. Quelqu'un qui est dans son scaphandre, encore que tous les astronautes ne portent pas de scaphandre pour aller dans l'espace, on les voit, excusez-moi, on ne les voit pas voguer dans l'espace. Il n'y a pas que les astronautes en réalité. Ce ne sont que le sommet, la pointe de l'iceberg dans un contexte où il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont activement sollicitées par le secteur du ciel et de l'espace, les secteurs du ciel et de l'espace. Ainsi donc, il faut savoir que on a un certain nombre de métiers qui sont concernés en fait. Et c'est sur ces métiers que dans la suite de la présentation, on va vous parler plus en longueur, plus en détail. Et il faut savoir que ces métiers-là font référence à des domaines d'activité bien définis qui, euh, qui vont être définis de par l'objet qui est étudié dans ce domaine-là, ou plutôt au niveau de la technique qui est employée pour que ce domaine-là euh, puisse avoir des personnes qui y travaillent en réalité. Et le premier domaine dans lequel on peut travailler en parlant du ciel et de l'espace, c'est celui de l'astronomie, l'observation du ciel, l'espace extra-atmosphérique, des, de tout ce qui est astre, en fait. Et quand on parle d'astre, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui ont dedans. C'est les planètes, les autres planètes, les satellites, les étoiles, en réalité, même les étoiles qui sont de plusieurs types, tout cela. Et donc, c'est la mesure, l'observation de tout cela qui, en fait, a même des sous-domaines. Parce que lorsqu'on parle d'astronomie, il faut savoir qu'on peut commencer de façon basique. On peut faire des observations à l'œil nu déjà. Notre œil nous permet de pouvoir détecter des astres dans le ciel. Mais encore plus, lorsque l'on passe son temps, lorsque l'on se consacre sans avoir forcément été formé pour cela, on est ce qu'on appelle un astronome amateur. On arrive à faire des détections dans le ciel. On arrive à déterminer tel astre est une planète en réalité, les phases de la Lune, des objets, des météores dans le ciel, des constellations, tout cela. On fait des observations, avoir son télescope à soi, faire des observations et contribuer à l'astronomie. Comme on peut être formé spécialement pour ça, donc on est un professionnel, on est un astronome professionnel, et il y a des sous-secteurs dedans. Et ça, c'est déjà un métier de l'astronomie. Et son application, ce qui est intéressant même là, c'est le côté vulgarisation, le côté permettre à d'autres personnes de découvrir ce que, en fait, ils observent tous les jours, toutes les nuits, mais qu'ils n'arrivent peut-être pas à comprendre. Et à l'administration, j'ai ce sieur-là, que peut-être vous pourrez le connaître ou pas, c'est un astrophysicien américain, afro-américain, du nom de Neil deGrasse Tyson. C'est un astrophysicien qui a étudié dans bon nombre d'universités américaines, que ce soit Harvard, Princeton. Il est aussi vulgarisateur scientifique. Il anime des émissions qui passent sur des programmes télévisés américains, donc on peut suivre également euh, de façon internationale. Et il partage sa passion au grand public et il permet à des gens qui ne sont pas au courant de ces choses-là, de pouvoir savoir ce que c'est l'espace, le ciel, l'espace, de pouvoir le découvrir, n'est-ce pas? Donc, il est un exemple parfait de ce qu'est un astronome professionnel et de comment il permet de faire découvrir son, son activité à d'autres personnes. J'ai parlé d'astrophysique tout à l'heure, c'est la formation, la profession, la formation, le domaine d'études de M. Neil deGrasse Tyson. Et il faut savoir que l'astrophysique, qui est une branche de l'astronomie en lui-même, a des applications assez concrètes, des découvertes qui ont été faites dans ce domaine de l'astronomie-là, et qui ont aussi des applications ici sur Terre. Je m'en vais donner cet exemple-là avec deux personnes notables, à gauche et à droite. Je commence par la gauche excusez-moi, avec la dame qui est à l'écran, qui est une physicienne, une astrophysicienne, c'est Madame Vera Rubin.
Elle a fait des découvertes, notamment dans les années 1970. C'est une dame âgée aujourd'hui. Elle a fait notamment des observations, des mesures de corps célestes dans les années 1960. On peut même la voir à l'écran où elle est en train d'analyser des plaques photographiques. C'est-à-dire, on a utilisé un télescope, des grands observations, des grands observatoires spatiaux pour prendre des photos de régions du ciel, de l'univers qui ont été faites. Ils ont fait des découvertes, c'est les plaques photographiques qui sont à l'écran là. Elle a fait des explorations, des mesures et des modèles ont été appliqués à cela. Et elle a découvert au début des années 1970 que ah, il y avait des types de corps célestes qui n'étaient pas des étoiles telles qu'on les observe. En fait, quelque chose qu'on pouvait même pas détecter avec les modèles qui existent. Elle a découvert une, excusez-moi, euh, un comportement des étoiles à la périphérie des galaxies, un comportement qui a été attribué à un nouvel objet de notre univers que les spécialistes ont appelé la matière noire, the dark matter. Voilà. Ces observations en astrophysique ont permis de déterminer, de faire cette observation-là et de comprendre un phénomène qui était à l'œuvre à l'échelle de toute une galaxie. Et maintenant, les spécialistes ont pu découvrir ce qu'ils appellent la matière noire, le dark matter, qui compose près de 25% de notre univers tel qu'on le connaît. À droite de la slide, il y a un autre chercheur qui en réalité est un physicien et un inventeur du nom du docteur George Carl Ferris, qui lui a mis au point une technologie qui est un spectroscope à caméra infrarouge qui permet de faire des observations à partir de l'astre lunaire. Donc, il a développé son outil-là, qui a été embarqué lors des missions Apollo dans la fin des années 1960, début 1970. Son outil a été embarqué lors des missions Apollo, à partir de la mission Apollo 15, et ça a été utilisé sur la Lune pour pouvoir observer le ciel depuis la Lune. L'avantage, c'est que notre atmosphère peut parfois empêcher de pouvoir faire de bonnes observations ici sur Terre, mais la Lune n'ayant pas une atmosphère conséquente, une atmosphère très très ténue, ou même quasi inexistante, on peut poser un outil, une caméra, et pouvoir faire des observations précises sans que l'atmosphère ne gêne. C'est le docteur George Carl Ferris qui a développé cela, et sa contribution a permis de faire progresser l'astrophysique. Ensuite, nous avons le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Là, il ne s'agit pas de recherche fondamentale. On ne fait pas juste des mesures pour chercher à comprendre, pour chercher à expliquer. Là, on fait de la technique. Là, on développe maintenant des outils, notamment maintenant pour le secteur aérospatial. C'est l'aéronautique et le spatial combiné. Le fait de pouvoir développer les fusées, les moteurs fusées, les vaisseaux spatiaux, les satellites et de les envoyer maintenant de l'espace. C'est la part des technologies de l'aéronautique qui permet de pouvoir circuler dans l'espace atmosphérique, mais non seulement au-delà, il faut des personnes qui puissent travailler dans ce secteur-là, et donc ça demande des ingénieurs, des gens qui ont de bonnes compétences en mathématiques, en physique, et qui peuvent permettre, non, comme vous le voyez, de développer les moteurs de ces fusées-là, qui sont des systèmes très, très complexes. Ce n'est vraiment pas évident de pouvoir mettre au point cette technologie-là. Être un ingénieur qui puisse travailler sur de la mécanique. Voilà, le domaine concerné dans l'ingénierie, c'est l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électronique, électronique. Cela combiné, on peut mettre au point de ces technologies-là en étant ingénieur aérospatial. On contribue ainsi aussi au développement des métiers du ciel et de l'espace. Il y a également le secteur de la médecine spatiale. La médecine, en fait, s'occupe euh, de travailler sur l'organisme humain. Comprendre, maîtriser le fonctionnement de l'organisme humain sur beaucoup d'aspects, les aspects anatomiques, les aspects physiologiques, biochimiques, biophysiques, afin maintenant de savoir comment soigner le corps humain. Ça, c'est la médecine de façon conventionnelle pratiquée sur Terre. Le fait d'envoyer des astronautes sur Terre, dans l'espace, nécessite aussi de pouvoir suivre leur adaptation à l'environnement spatial, à l'environnement de l'absence de gravité terrestre
qui est un environnement fondamentalement différent de ce qu'on a sur Terre. Donc, il faut une médecine spécialisée pour ça. Donc, il y a le domaine de la médecine spatiale qui fait appel donc à des médecins qui ont été formés de façon conventionnelle à médecine conventionnelle. Ils vont chercher maintenant à comprendre l'effet de l'absence de gravité, l'effet de séjour prolongé des êtres humains dans l'espace dans l'espace en orbite autour de la Terre. Et à l'écran, vous pouvez voir deux astronautes. Ce sont des astronautes russes. Vous avez le docteur Valery Polyakov et sa collègue, la docteure Yelena Konakova, qui étaient à bord d'une station spatiale qui n'existe plus actuellement, la station spatiale russe, Mir, et qui font des expériences pour comprendre l'effet des séjours prolongés des astronautes, des êtres humains dans l'espace. Donc, la médecine entre en jeu. Je savais pas de la biochimie. La biochimie entre en jeu aussi parce que c'est vrai, on envoie des êtres humains, des astronautes, mais on envoie aussi d'autres organismes vivants, d'autres êtres vivants de l'astronaute pour comprendre comment ils évoluent dans cet environnement-là. Donc, la biochimie aussi entre en jeu pour comprendre comment ces autres organismes vivants-là arrivent à évoluer dans ce type d'environnement et ainsi faire quoi? Développer des traitements. Parce que dans l'espace, on peut il s'est avéré, c'est leur découverte, il s'est avéré que le comportement des cellules, des tissus cellulaires sont différents et on peut assister à un vieillissement accéléré de l'organisme humain, à des organes qui se rétractent, beaucoup de ces choses-là, qui en fait sont des pathologies, c'est le terme même adéquat, qui sont des pathologies que l'on diagnostique ici sur Terre, mais le fait qu'il faut attendre d'avoir euh, des patients, faire de ces observations-là. Dans l'espace, on peut, dans un nombre de temps, à durée euh, raccourcie, avoir des pathologies qui y ressemblent, faire de ces observations-là, avoir de ces genres de laboratoires-là et développer des traitements, en fait, qui peuvent être utilisés ici sur Terre. Cela d'une part, et d'autre part, développer aussi des, des, des matériaux, notamment en chimie organique, des cristaux. C'est l'image incrustée dans la slide que vous pouvez voir là, où un astronaute aussi fait des expériences euh, avec les fluides. Vous savez que nous, les organismes vivants, on est principalement composé de fluides, du sang, de l'eau qui consomme le plasma, tout cela. On fait des expériences aussi là-dessus, dans l'espace. Avoir des spécialistes de cela, travaillant sur ça, ça a aussi des retombées ici sur Terre. Ensuite, j'avais parlé d'ingénieur aérospatial. On peut aussi avoir l'implication active des ingénieurs aéronautiques, de ceux qui sont spécialisés dans euh, l'étude, la conception des aéronefs, des appareils volants, des avions, tout cela, et de ceux qui les pilotent. Donc, il faut savoir que dans les premières heures, les premiers temps des programmes spatiaux des gouvernements, notamment des États-Unis, de l'URSS, l'ancienne Union soviétique, ceux qui avaient été sélectionnés premièrement pour effectuer des voyages spatiaux, pour être envoyés dans l'espace, c'était des pilotes. Parce qu'ils ont jugé que un vaisseau spatial, à cette époque, c'était un objet c'était un engin nouvellement développé qui pouvait s'avérer dangereux, qu'il fallait pouvoir maîtriser et qu'il fallait avoir des réflexes en cas de panne, en cas d'accident, tout ça là, que ceux qui étaient le plus proches d'avoir ces réflexes-là étaient des pilotes, notamment des pilotes d'un type d'avion qui sont des avions expérimentaux, des avions de chasse, donc des militaires en fait, des militaires. Voilà. Donc à l'écran, vous pouvez voir l'astronaute Victor Glover. Euh, il revenait certainement d'un vol expérimental et il est embrassé par ses filles. Donc, lui, c'est un pilote de l'armée de l'air américaine qui a été sélectionné en 2013 pour devenir astronaute. Mais on peut être également pilote dans l'aviation civile et être sélectionné. C'est notamment le cas de l'astronaute français Thomas Pesquet, qui à la base est un ingénieur aéronautique qui a fini pilote également dans l'aviation civile et qui, en 2009, a été sélectionné pour devenir astronaute. Donc, être pilote et ingénieur aéronautique, ça peut servir aussi pour travailler dans l'aérospatial notamment parce que souvent les compagnies aéronautiques sont les mêmes qui développent des fusées. Prends le cas de Boeing, n'est-ce pas?
et qui développe aussi des vaisseaux spatiaux. On peut être ingénieur aéronautique et travailler dans le spatial. On peut être pilote et être amené à travailler sur de ces engins-là. Les informaticiens aussi ne sont pas en reste. On peut être informaticien et travailler dans le secteur du ciel de l'astronomie. Et d'autant plus que de nos jours, tout ce qui est système avancé pour analyser, pour mettre au point des modèles, pour analyser des données, c'est le système informatique. Il y a 60 ans, c'était peut-être pas le cas, mais avec le développement de l'outil informatique, euh, le, même l'astronomie a nécessité des compétences en informatique pour pouvoir développer ces modèles-là. Et les ingénieurs informatiques se contribuent au développement de l'aérospatiale. Pour donner un exemple très rapide, il faut savoir que les vaisseaux spatiaux Apollo qui ont été envoyés lors des missions lunaires Apollo nécessitaient un ordinateur de bord qui, euh, qui contrôlait le comportement du vaisseau spatial lors de son périple de la Terre vers la Lune. Il fallait que l'ordinateur de bord contrôle le guidage de l'appareil, comment il allait suivre sa trajectoire de façon nominale, parce qu'on a une distance énorme, 324 000 km entre la Terre et la Lune. Donc, il faut une trajectoire précise. C'est des calculs qui peuvent être faits de façon conventionnelle, mais c'est des calculs énormes qui nécessitent de prendre d'énormes mesures. Et donc, le meilleur moyen d'y arriver, c'était de pouvoir développer des ordinateurs. À l'époque, les ordinateurs ils prenaient beaucoup de place. Ici, sur Terre, ça pouvait aller. On pouvait avoir des entrepôts qui avaient d'énormes ordinateurs, mais les spécialistes ne pouvaient pas prendre d'énormes ordinateurs et les mettre dans un énorme spatial, ce n'était pas possible parce que la fusée avait ses limites. En fait, pour pouvoir avoir un ordinateur transportable au niveau d'un moyen spatial, ça forçait les gens à développer ce qu'on appelle les microprocesseurs. C'est ça qui a forcé à avoir des microprocesseurs, à avoir développé des programmes qui puissent être développés sur ces microprocesseurs-là. Donc, ça a favorisé ce qu'on appelle la miniaturisation des ordinateurs des années 70-70. Et aujourd'hui, on a les ordinateurs personnels. Et les ordinateurs personnels et les programmes qui opèrent sur ces ordinateurs-là. Il y a cela d'une part, il y a aussi les multiples applications de l'informatique qui n'ont de tas. Et à l'écran, vous avez un ingénieur informaticien, Mark Shuttleworth, qui savait aussi un entrepreneur. Il est entrepreneur, il a développé une compagnie qui développe des outils informatiques, notamment des programmes informatiques, et notamment l'OS, le système d'exploitation Ubuntu, qui est euh, un développement Linux qui est basé sur l'OS Linux. Et il a été entrepreneur, il est devenu milliardaire, il a gagné beaucoup d'argent grâce à son logiciel. Et avec cet argent, en 2002, il a effectué un vol spatial qu'il a payé à ses propres frais et il a pu effectuer un séjour d'à peine une semaine, 8 jours, à bord de la Station spatiale internationale, c'était en 2002. Et c'est ainsi qu'on peut le voir à l'écran. Il travaille sur son laptop. Et donc, cela est une illustration parfaite de la contribution des ingénieurs informaticiens dans le secteur spatial. Ainsi, nous avons parlé des métiers scientifiques et techniques. Il faut savoir que un autre domaine technique, mais pas technique dans le sens de la technicité qui a trait aux compétences et aux domaines que j'ai évoqué tout à l'heure. On peut être aussi artiste, designer, principalement designer, et contribuer au développement de l'aérospatiale avec ce domaine-là que pas bon, euh, la plupart d'entre vous peut-être ne connaissez pas, quelle est la conception design. Avec comme exemple la dame Sharon Kempes-McDougall. Elle travaillait notamment à la NASA, l'Agence spatiale nationale américaine, à partir du début des années 1990. Et elle a travaillé notamment à la conception du design des combinaisons spatiales que les astronautes des programmes spatiaux américains portaient lorsqu'ils étaient à bord des navettes spatiales américaines. Ce sont les engins en forme d'avion spatial qui avaient des boosters et tout, et qui décollaient à la verticale et atterrissaient comme un avion. Ils portaient des combinaisons spatiales à l'intérieur du vaisseau que cette dame, notamment, a contribué à développer.
Donc, elle, son rêve était de pouvoir faire une contribution dans le domaine de l'aérospatial. Et en étant juste conceptrice design, elle a pu le faire. Et on la voit montrant la combinaison. Et de l'autre côté, elle aidait la première femme afro-américaine à avoir été dans l'espace, Dame Mae Jemison, à mettre en filiation sa combinaison spatiale et à s'apprêter pour son premier vol spatial. C'était en 1992. Donc, on a vu que plusieurs domaines sont concernés par le secteur de l'astronomie et de l'aérospatiale. Ce n'est pas une liste exhaustive que vous avez là, c'est un aperçu global de ce qu'est les domaines qui sont concernés par l'aérospatiale. Donc, quand on parle de ces domaines-là, il faut savoir que ceux qui travaillent dans ces domaines-là sont des employés. Ils sont employés par des compagnies, plusieurs différentes compagnies, mais soit travaillent pas avec des compagnies qui travaillent directement avec des agences spatiales maintenant, des agences spatiales qui sont des organisations mises au point par des gouvernements pour travailler sur les programmes spatiaux. De nos jours, nous avons les agences spatiales nationales qui sont les premières à être mises au point et qui emploient donc des gens dans le domaine de l'astronomie et de l'aérospatiale. Mais surtout, depuis la fin des années 1990 et le début des années 2000, on a des agences spatiales privées qui emploient aussi directement, qui sont des compagnies privées, mais qui font office d'agence spatiale, qui emploient aussi des gens. Vous avez certainement entendu parler de la compagnie SpaceX et de la compagnie Blue Origin aux États-Unis. Il y en a aussi également en Asie, en Chine, notamment au Japon, en Europe. Ce sont des compagnies privées qui emploient directement des gens pour travailler dans le secteur aérospatial. Euh, je vais vous donner comme exemple ici des compagnies, des agences spatiales nationales qui sont les premières à être mises au point. Ce sont des agences spatiales gouvernementales et qui sont jusqu'à maintenant celles qui proposent le plus de programmes spatiaux et emploient le plus de personnes dans le domaine spatial. Donc, de par le monde, il y a de nos jours de multiples agences spatiales nationales. Il y en a, bien évidemment, les pays occidentaux. Il y en a aussi en Afrique, c'est pas assez connu. Le Nigeria dispose de sa propre agence spatiale nationale. L'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, tout récemment, l'Angola, le Ghana, euh, notamment sont les pays africains qui disposent d'agences spatiales nationales. Bien sûr, lorsqu'on parle de ces organisations gouvernementales, elles doivent avoir un budget. Le budget dont ces agences spatiales disposent n'est peut-être pas comparable avec les budgets dont d'autres agences spatiales disposent pour pouvoir mettre au point des programmes spatiaux, envoyer des satellites dans l'espace, qui est déjà la priorité de nos jours. Développer des fusées, ça c'est vraiment très cher. Envoyer des astronautes. Toutes les nations ne peuvent pas le faire. Seules 3 nations envoient leurs propres astronautes dans l'espace. Mais ces agences spatiales, en travaillant, emploient des personnes. Et donc, je m'en vais, comme vous voyez à l'écran, vous parler de ces agences spatiales les plus connues, les plus représentatives, qui sont l'agence spatiale russe, Roscosmos, l'agence spatiale américaine, la NASA, la plus populaire, la plus connue, l'agence spatiale coréenne, la CARI, l'agence spatiale indienne, l'ISRO, qui a notamment envoyé un atterrisseur et un rover sur la Lune, l'agence spatiale européenne, l'ESA, l'agence spatiale française, le CNES, Centre national d'études spatiales, le DLR allemand, l'agence spatiale canadienne, l'agence spatiale chinoise, l'agence spatiale britannique, ukrainienne, australienne et l'agence spatiale japonaise. Je l'ai mis en dernier, son logo est présent là, parce que c'est cette agence-là que je prends comme agence spatiale nationale représentative pour montrer comment fonctionne l'écosystème, si je peux parler d'écosystème, d'un euh, l'agence spatiale et comment elle met en place des programmes spatiaux et emploie des gens pour travailler pour ces programmes spatiaux-là, qui ont donc leur importance et leur utilité sur Terre. Donc, nous avons la JAXA du Japon, le pays dans lequel je me trouve présentement, qui est la Japan Aerospace Exploration Agency, agence qui n'a été établie qu'en 2003, mais qui est en fait une fusion d'agences d'organisations qui existaient déjà par le passé au Japon depuis les années 1960, qui ont permis de mettre en place des programmes spatiaux pour le Japon. Et notamment, nous avons notamment un programme spatial que peut-être vous ne connaîtrez pas, mais qui a fait un, un-
un exploit, si je peux le dire, qui est une sonde d'exploration spatiale, qui est la sonde Hayabusa. C'est la sonde que vous pouvez voir ici, qui allait explorer un astéroïde. Il y a eu deux sondes Hayabusa, une première qui allait explorer l'astéroïde Itokawa, il y a une seconde qui allait explorer l'astéroïde Ryugu. La première dans les années lancée en 2003, qui a atteint son objectif des années 2010. La seconde lancée en 2016 et qui a atteint son objectif dans les années fin 2010-2020. Et donc, j'ai une maquette ici. Je l'ai faite, mais je ne l'ai pas achevée. C'est une maquette à peu près inachevée. Mais vous pouvez la voir à l'écran ici, avec les panneaux solaires, l'antenne. Voilà, l'antenne qui est centrale, les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont souvent utilisés pour ces sondes-là. Et vous avez ce qui ressemble à un boîtier. Après, il y a des pattes, il y a tout cela. Je n'ai pas pu le monter pour attendre pour cette vidéo. Mais dans ce boîtier se trouve la partie alimentation de la fusée, partie électronique, tout ce qui permet à la sonde de pouvoir avancer, les moteurs de la sonde spatiale, l'avionique, l'électronique, le guidage, tout ça se trouve dans le boîtier là. Tout cela a été développé par l'AJAXA. Ils ont développé cette sonde avec un budget conséquent. Ils l'ont envoyé. Et cette sonde a permis de faire quoi? Elle a permis de non seulement de se rapprocher de l'astéroïde, mais d'aller même jusqu'à prélever une partie de cet astéroïde-là, de faire de l'échantillonnage, de prélever des poussières, de la roche, de pouvoir la stocker dans une petite capsule là, qui a été renvoyée sur Terre et que les spécialistes ont pu récupérer et ça a permis d'analyser des échantillons d'astéroïdes et de faire des mesures sur ça. Un exploit incroyable que jusque-là, seuls les États-Unis et le Japon ont eu à réaliser. Donc, c'est quelque chose de magnifique. C'est un exploit des Japonais. C'est très bien ce qu'ils ont fait là. Et en bas, on peut voir la fusée. Le modèle type de la fusée qui a permis de lancer cette sonde spatiale, c'est la H2A. Il y a une version une version dite lourde qui a développé la H3. C'est elle que vous avez vu en l'image, la maquette devant laquelle je m'étais posté. Donc, j'ai présenté ici la JAXA d'entrée de jeu, pour montrer que c'est l'une des agences spatiales les plus importantes au plan international actuellement. Elle dispose de plusieurs centres spatiaux, centres pour coordonner ses activités de par le territoire japonais. Elle dispose de centres de sites de lancement, elle dispose de deux sites de lancement, dont le principal est le Tanegashima Space Center. C'est sur une île dans le sud du Japon, que vous pouvez voir là. Il est au bord de la mer, c'est une petite île là. Et nous avons le centre spatial Tsukuba. C'est dans ce centre spatial-là que les spécialistes que vous pouvez voir à l'écran, qui ont des blousons de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs au logo de l'AJAXA, ils travaillent sur les missions spatiales en cours de l'agence. S'il y a une sonde, et l'AJAXA opère des sondes actuellement qui voyagent dans l'espace intraplanétaire, Hayabusa, Akatsuki, de ces sondes-là. Donc, ils travaillent sur ces missions-là et il y a des ingénieurs de qui sont en place, c'est ceux-là qui travaillent au sein du centre spatial Tsukuba. Il y a un autre, j'oublie le nom, mais ils ont de ces centres-là et de ces facilities qui permettent de gérer donc ces missions-là. Au centre spatial Tsukuba notamment, il y a un espace qui est réservé au grand public pour pouvoir admirer, pour pouvoir observer et voir des maquettes des accomplissements du pays. Notamment, vous pouvez voir à droite de l'écran, je suppose, une maquette d'un module qui est un laboratoire, qui est un module, un habitacle. Voilà, un habitacle. Ça ressemble à un conteneur ou des conteneurs mis ensemble, qui a été développé par le Japon et qui fait partie des modules qui forment la Station spatiale internationale. Cette station spatiale-là est internationale parce qu'il y a plusieurs pays du monde, notamment les Américains, les Russes, les Européens, les Canadiens, les Japonais, qui ont développé des modules, ces conteneurs-là, ces habitacles, pour que les astronautes puissent y aller et vivre, rester et travailler comme s'ils étaient au sein du laboratoire ici sur Terre. Le Japon a développé son propre laboratoire nommé Kibo, dont on voit la maquette au centre spatial de Tsukuba.
dans la préfecture dans laquelle je me trouve, coïncidence. Et ça montre l'implication du Japon dans la recherche astronomique aérospatiale du plan de vue international. C'est une contribution majeure. Non seulement ça, à partir de ce module, les astronautes peuvent lancer des microsatellites, des nanosatellites. C'est une contribution majeure dans laquelle le Japon est un pays phare, notamment. Donc ça, c'est les programmes spatiaux très utiles. Développer des satellites, développer des soins spatiaux, beaucoup d'utilité pour le pays. Le pays, c'est le Japon. Je pense que vous êtes assez au courant des accomplissements technologiques du pays. Mais également, le Japon dispose de ses propres astronautes aussi. Des citoyens japonais ont été envoyés dans l'espace, continuent d'être envoyés dans l'espace même actuellement. Et pourtant, le Japon dispose de ses propres lanceurs, mais ce sont pas des lanceurs adaptés pour envoyer les citoyens japonais dans une station spatiale. Donc le Japon, et c'est de ça que je parlais en entrée de jeu, que le secteur de l'aérospatial fait appel à des spécialistes qui peuvent collaborer sur le plan de vue international. Le Japon fait partenaire, un partenariat avec l'Agence spatiale nationale, la NASA, pour envoyer ses propres astronautes. Elle dispose de cette technologie, elle dispose de ces astronautes, et la NASA lui permet d'avoir des sièges à bord des vaisseaux spatiaux américains qui sont envoyés dans l'espace, ainsi les astronautes américains et japonais notamment, avec les autres nationalités, travaillent ensemble. Et pour illustrer ça très rapidement, pour montrer aussi que c'est une agence spatiale inclusive, il y a sur la quinzaine actuellement d'astronautes japonais qui ont été envoyés depuis les années 1990 dans l'espace, il y a 2 femmes notamment ont été envoyés et leur background, leur domaine de formation montre aussi quels sont les domaines de formation dans lesquels on peut étudier et être impliqué dans le secteur aérospatial. Nous avons à gauche de l'image Madame Yamazaki Naoko Yamazaki. C'est une ingénieure aérospatiale. Elle a été formée notamment à l'université de Tokyo et elle a été sélectionnée à la fin des années 1990 par son pays pour effectuer des voyages spatiaux. Et on la voit ici dans un conteneur à bord de la navette spatiale américaine. C'était en 2010. À droite de l'image, nous avons la docteure euh, euh, Naito Chiaki Mukai. Naito Chiaki Mukai. C'est la première femme japonaise à être envoyée dans l'espace. Elle est un peu plus vieille, un peu plus âgée actuellement. C'est une médecin. Elle a suivi une formation de médecin. Et c'est en vertu de cette formation-là qu'elle a été envoyée dans l'espace. C'était par 2 fois à la fin des années 1990. Elle a été sélectionnée dans les années 1980. Et on la voit ici, à bord d'un laboratoire développé par le Japon, Space Lab G. C'était un laboratoire qui était disposé à bord de la navette spatiale américaine dans les années 1980-1990. On peut voir les 2 astronautes japonaises. Et ainsi, donc, c'est par l'agence spatiale japonaise, la JAXA, pour montrer comment le spatial fonctionne en réalité. Un pays développe un programme spatial, dispose de son agence spatiale, emploie des gens qui travaillent, qui sont de domaines divers et contribuent ainsi à l'échelle nationale, mais aussi internationale, au développement du secteur spatial et astronomique. Et comme je l'ai dit, cela a des retombées sur Terre. Vous avez pu le voir dans le jeu. Ainsi, j'achève ma présentation. J'espère que vous avez pu la suivre, qu'elle a été passionnante. J'espère qu'elle n'a pas été très longue. Et je vous remercie pour votre attention. Pour nous quitter, je vous ai mis en illustration là une photo de l'école dans laquelle j'étudie actuellement. Il s'avère que il y a un club d'astronomie, le club d'astronomie de Ibaraki College of Technology, dans lequel je me suis, comment dire, que j'ai joint. J'étais déjà un membre actif du club d'astronomie au Bénin avant de venir. Je fais même un coucou au club d'astronomie Sirius et Orion au Bénin. Ils font un travail magnifique de vulgarisation de tout ce qui a trait aussi à l'espace au Bénin. Je vais faire un coucou depuis le Japon. Et donc, c'est sur cette note-là que je vous quitte avec les salutations de mes camarades de l'école l'Institut de technologie dans laquelle j'étudie actuellement. Merci pour votre attention.
Oh, wow, amazing. Bravo, bravo. Qu'est-ce qu'on doit faire après, euh, comment on appelle ça? Crowd Innovation pour Acel Gao qui nous a donné une présentation assez très fulgurante, très enthousiaste et euh, très riche de contenu pour diversifier et ouvrir notre esprit sur et nos yeux sur les diverses perspectives d'entreprendre la carrière ou une carrière dans l'ingénierie aérospatiale qui est la combinaison de l'aéronautique et de l'astronautique en réalité, donc deux choses combinées, puis maintenant de l'astronomie qui est encore une autre discipline à part entière. Donc, en fait, trois grands corps de métier, donc dans lesquels il y a on a dit qu'il n'y a pas de sous-métiers, mais des sous-secteurs, donc de métiers également. Donc voilà, vous avez compris tellement de choses qu'il y en a eu et on n'a pas tout abordé en réalité durant cette présentation. Et moi, je ne suis pas un passionné de l'astronomie. Je ne suis pas un expert non plus de l'astronomie. Non, non, non. Mais par contre, il est important d'en parler. Moi, ce sont les grands-parents de mes parents, notamment la grand-mère de ma mère, fut la première à me citer et m'a fait comprendre les notions relatives à l'astronomie, à l'univers, à l'environnement, etc., etc. Nous vivons tout ça. Nous sommes tous, en fait, comment on dit, les astronomes, pas défaut. On est parce qu'on a la capacité d'observer, de constater des choses dans notre environnement. On a la capacité, personne ne nous dit qu'il veut pleuvoir pour qu'on sache qu'il pleuve, qu'il fait chaud pour qu'on sache qu'il chauffe. Qu'il chauffe. Donc, moi, ce qui m'intéresse encore beaucoup plus dans l'ingénierie aérospatiale, pas de faute, de passion mécanique, de talent dont je suis doté, mais en plus, ce sont j'allais dire, le business qui tourne autour de toute cette technicité, de toute cette ingénierie. Et en plus, l'utilité de cette ingénierie pour l'humanité. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et là, actuellement, à Cosmolab Hub, que je n'ai pas présenté en réalité bien en détail au départ, qui est dans le secteur de l'éducation de l'ingénierie aérospatiale. Donc, en plus, en fait, on fait de la recherche et développement appliqué. Donc, on utilise des données spatiales. Donc, quand on lance un satellite en orbite, il y a des satellites d'observation terrestre, des satellites de télécommunication, des satellites de défense et de sécurité, des satellites d'éducation et de sensibilisation, de démystification. Donc, il y a plusieurs satellites pour chaque satellite a une vocation, une mission. Donc, on essaie nous, en réalité, à Cosmolab Hub, on essaie de proposer des solutions se basant sur les données de ces satellites-là, notamment des satellites de Galileo, Copernicus, pour résoudre certains problèmes d'enjeux mondiaux actuellement, donc notamment les changements climatiques, développement durable, la pollution des océans par les déchets plastiques, comment on appelle ça en français, le floating, le mouvement des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et leur point de concentration, etc. Et comment peut-on déconfiner le globe terrestre de ces gaz à effet de serre afin de redonner une nouvelle chance de vie pérenne pour nos progénitures, nos générations futures. Donc, autant d'applications en réalité qui se font. On a parlé de l'informatique. Dans notre équipe, actuellement, on a une équipe qui travaille sur le projet SatCap CO2, donc Satellite Capture Carbon Dioxide, qui est fait une dizaine de personnes. Donc, qui sont des data scientists, donc des gens qui ont des connaissances en geoscience et geospace data management, des gens qui ont des connaissances aussi en statistique. Donc, par exemple, il y a une dame qui a fait la statistique à l'ENEAM, qui est dans notre équipe. Et c'est toujours les mêmes procédés. On essaie de voir, bon, tes connaissances acquises en cours à l'école, en statistique, en analyse des données, en traitement des données, en outils, en conception d'outils ou logiciels de prédiction ou en management, etc. Donc, on se retrouve dans ce secteur maintenant de l'ingénierie aérospatiale. Comment peut-on faire usage de cette compétence-là
pour pouvoir développer une solution qui va nous permettre d'avoir une bonne maîtrise de la technologie et aussi une réussite fulgurante qui va permettre enfin de journée résoudre les problèmes cruciaux auxquels l'humanité fait face, donc changement climatique, développement durable, etc., etc. Et pour, il n'est pas sans savoir que dans tout secteur ou dans tout domaine où on se trouve, il y a de ce qu'on appelle, il y a de la gestion des humains. Et donc, que vous ayez fait de la ressource humaine, il faut savoir, il y a également de la gestion. Donc, ce sont des gens qui, les programmes managers, donc que vous soyez fait de gestion de projet ou autre. Donc, dans le domaine spatial, il y a les programmes managers, il y a les project managers. Il y a donc on recrute et des gens qui sont payés à des milliers, des milliers de dollars, sinon j'allais dire des milliers d'euros selon la devise en réalité. Donc, il y a la gestion humaine, il y a la gestion des ressources financières, il y a la comptabilité. C'est des millions, des milliers de millions, sinon des millions de milliards. Donc, il y a la comptabilité aussi. Il y a quoi d'autre encore? Tout ce qui est relatif à l'administration se retrouve également là-bas. Vous voyez? Donc, c'est super important. Il y a les droits, il y a les lois, on parlait des questions de géopolitique, justement, lors des congrès internationaux qui s'organisent. Là, actuellement, il y a le 114e congrès international qui s'organise actuellement, qui aura lieu du 2 au 6 octobre 2023 à Azerbaïdjan cette année-ci. L'année dernière, c'était à Paris, en France. L'année d'avant, c'était dans les pays d'Émirats arabiques. J'oublie le nom précis de l'endroit. Donc, l'année prochaine, ce sera en Italie. Donc, vous voyez, ça interpelle en réalité comment on appelle ça? Euh, euh, de la diplomatie internationale, voilà. Donc, que vous ayez fait de la diplomatie, c'est des négociations qu'on va faire là-bas, on va faire des négociations, des entreprises, des secteurs privés vont faire des négociations avec les secteurs, avec les institutions nationales, gouvernementales ou intergouvernementales pour voir comment créer des pistes de collaboration solides pour pouvoir développer ces programmes-là, bâtir, construire des technologies qui vont permettre tout simplement à l'humain d'anticiper sur ce qui se passera pendant que lui se repose, par exemple. Parce que l'homme n'a pas la capacité de pouvoir voir à des milliers de kilomètres ou oui, 3324 ou 1000 kilomètres d'abord dans l'altitude de la Terre, à la zone, à la ligne de Kama, 100 kilomètres. En réalité, l'humain ne peut pas voir. En réalité, le particule infime ou l'atome qui se trouve dans cet environnement. Mais un satellite qui est mis dans cet environnement-là, qui est mis en orbite, que ce soit en basse orbite ou en géo-orbite ou en média-orbite, peut permettre d'avoir des informations précises sur ce qui se passe dans cet écosystème. Et il faut savoir il faut être conscient que l'homme n'est pas le seul vivant sur la Terre ou être vivant sur la Terre. Et la Terre n'est pas le seul être vivant parce que la Terre est un corps, est un être vivant. La Terre n'est pas le seul être vivant aussi dans l'univers. Il y en a des milliards de galaxies qui sont encore plus grandes, vastes, géantes que la Terre. Et la Terre se trouve juste entre elles. Et ils sont tous en rotation. Et donc, imaginez en réalité des ensembles de corps, s'il arrivait un jour, jusqu'il y ait des chocs de cohésion et autres, etc. Donc, qu'est-ce qui pourra nous permettre de savoir que ces choses se passeront à tel instant donné? Donc, justement, le créateur, donc si vous voulez, je dirais Dieu, a permis à l'homme d'avoir quand même la connaissance et d'avoir les réflexes, l'aptitude de pouvoir penser et de voir très loin ce qui se passe, de créer des outils, des technologies qui vont Parfaitement. maintenant d'anticiper sur tout cela. Voilà de quoi il s'agit. Voilà Si tu me permets, bien sûr, un instant. si tu me permets Voilà de quoi si tu nous. me permets de rebondir rapidement sur ce que tu as avancé par rapport à la prédiction de ces catastrophes galactiques où, par exemple, des planètes peuvent se rencontrer. C'est l'une des retombées, par exemple, du fait de s'investir dans l'astronomie, l'astrophysique, parce qu'effectivement, avec les observations que les astronomes ont fait, les astrophysiciens font, ils arrivent à faire des modèles. Et par exemple, il y a un modèle
de ce qu'ils appellent la répartition de la matière dans notre univers, ils arrivent à trouver des modèles où ils peuvent prédire, bon, avec certainement une marge d'erreur, mais ils peuvent prédire que dans tel, bon, c'est pas tout de suite, hein, dans telle centaine de milliers d'années, dans tel million d'années, des corps peuvent se rencontrer, des galaxies peuvent fusionner, tout cela. Donc, ça peut se faire rencontrer des planètes, tout cela. Et ça permet de pouvoir savoir ça à l'avance. Mais si ça paraît même très, très lointain à l'échelle d'une vie humaine, les mesures qui peuvent être faites peuvent permettre de prédire s'il y a des astéroïdes qui sont des corps qui se meuvent très rapidement dans l'espace proche de la Terre, si ces astéroïdes-là peuvent même venir nous menacer et même frapper la Terre, ça s'est passé par le passé, si ça peut venir. Ça, c'est par exemple une application de faire s'investir dans l'astronomie, dans l'aérospatiale. Je voulais rapidement rebondir sur ça pour montrer encore à aux spectateurs l'utilité et l'importance du spatial. Yeah. Tout à fait, tout à fait. Et même un centimètre, en fait, même un kilogramme juste de ces corps quitter l'orbite avec une forte, c'est une forte vitesse venant choquer ou venant frapper un objet ici en réalité peut créer des dommages énorme. Et en réalité, personne ne sait en réalité de façon précise où est-ce que, ou à quel endroit, ou quel immeuble, ou quelle maison, quel joyau, en réalité, ce corps-là peut venir, l'interaction aura lieu, à quel endroit l'interaction aura lieu. Et les dommages ou les dégâts seraient énormes. C'est pas, on ne souhaite pas vraiment cela, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et parce que un ensemble nombre de corps dans un système en mouvement peut dériver ou il peut avoir des dérapages à tout moment. Et pour rester encore plus près de nos réalités du quotidien, nos réalités quotidiennes, on parle souvent, ou on entend souvent parler, dire, nous n'avons pas, on ne s'est pas encore suffisamment nourri et on s'aventure à aller dans l'espace et que l'Afrique n'a pas besoin de l'investissement ou de l'exploration spatiale parce qu'il y a ce qu'on aussi appelle l'exploration, tout ce qu'on vient de dire est du ressort de l'exploration en réalité et cette technologie permet de faire de cette exploration. Et donc, les gens disent, il y a la pauvreté, il y a la famine, il y a la misère, c'est vrai, on en est conscient, mais pourquoi faut-il parler de l'espace? On a les terres arables, sinon on a encore jusqu'à 60-70% des terres arabes africaines ou du monde qui sont encore en Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir maîtriser la maîtrise territoriale donc de toutes ces superficies en réalité là savoir la quantité réelle des ressources qui sont dans ces sols. Il y a ce qu'on appelle sans doute les magmas, les activités magmatiques ou sismiques, etc., qui s'opèrent en réalité sous ces sols-là, dans toutes les superficies. Ça peut survenir à tout moment. Et donc, il n'y a pas quand l'humain en fait, n'accepterait volontiers de rester là avec un thermomètre ou une unité de mesure pour dire qu'il va surveiller durant toute sa vie, durant toute sa vie le long, les activités magmatiques ou sismiques ou tout simplement qui aurait lieu dans un tel environnement, dans tel environnement, tel environnement. Mais des outils puissants qui sont à une altitude très haute peut permettre d'avoir une vue holistique sur ce qui se passe à un endroit donné et donner des informations à temps réel sur ces cas-là. Pour encore un autre exemple, c'est l'agriculture. On a besoin justement d'avoir une agriculture extensive en réalité en Afrique pour nourrir les gens, sortir les gens de la pauvreté, etc. Et pour ça, on a besoin de savoir, en fonction de toutes les conséquences et dérapages que les réchauffements climatiques et changements climatiques ont causé sur le climat. En réalité, on a besoin aujourd'hui de savoir de façon précise quelle terre est plus rentable en tel type de culture agricole ou de pratique agricole et par rapport à une autre et quelles sont les aptitudes en réalité pratiques, comment on appelle ça, agro-pastorales qu'il faut avoir pour faire face
à ces aléas, face à ces aléas en question. Donc, autant de choses, autant d'applications, et il en existe. Il en existe, il y a des entreprises privées en Afrique, au Kenya, au Bénin aussi, au Nigeria, au Ghana, au Zimbabwe, en réalité, qui développent, qui ont mis en place des solutions qui aident les agriculteurs à savoir, en réalité, à faire la cartographie de leur champ, à savoir à tel type de sol il y a actuellement tel type de quantité d'eau qu'il faut arroser, il aura la pluviométrie, donc selon la pluie qui aura lieu, on ne peut pas arroser, on doit arroser à telle quantité, donc autant d'applications en fait, et c'est autant de choses. Il y a également là, les questions de santé publique. Hein. On est à une ère où beaucoup, j'allais dire, je n'ai pas envie de dire une ère épidémiologique, mais on est à une ère où quand même on constate que des épidémies surviennent. On a très récemment, c'est la COVID, dans ou la crise du coronavirus. Avant ça, c'était Ebola dans une partie de l'Afrique. Avant Ebola, c'était une autre crise en réalité, etc., etc. Donc, des outils à bord de ces satellites, en réalité, il y a des capteurs, donc des sondes qui, justement, ont été paramétrés avec la complicité des médecins, des spécialistes de médical pour dire, selon tel paramètre ou telle variable, on pourrait avoir tel type, à une certaine fréquence, on pourrait avoir déjà tel type d'épidémie ou tel type de signaux ou tel type d'alerte qui n'est pas normal à notre environnement ou à notre écosystème. Donc, ça informe l'humain et ça en même temps un changement de comportement et à prendre de nouvelles dispositions. Donc, vous voyez, ça résout là un problème de santé publique et d'anticipation sur ce qui adviendrait. Il y en a plein et on en passe. Et il faudra des gens pour travailler, apprendre de ces métiers, de ces corps-là, de ces disciplines-là, pour pouvoir travailler, donner des réflexions, pour pouvoir permettre aux ingénieurs, aux techniciens informatiques ou IoT, Internet of Objects ou encore quoi d'autre, programmeurs, etc., pour pouvoir développer ces systèmes qui vont mettre à bord des satellites et le véhicule en réalité spatiale, donc qui est le vaisseau ou la fusée va déplacer le satellite maintenant à un endroit pour pouvoir pour pouvoir jouer sa mission comme cela se doit. Donc voilà, il y a autant de choses qui se trouvent en réalité dans le secteur et justement, tout simplement, comme disait quelqu'un, mon peuple, faute de connaissances, péril, je crois, c'était quelque chose comme ça. Donc, il y a l'ignorance de certains ou de certaines et la peur ou la stigmatisation de certains propos de cette personne et aussi la non je crois qu'on souffre d'un problème de manque de confiance suffisante en réalité en soi et en nous-mêmes en tant qu'Africains, que ce soit noirs ou autres, qu'on est capable de pouvoir faire tout ça, en réalité de développer, de déployer tous ces systèmes. Et ce qui nous endigue à l'étape à laquelle nous sommes. Donc, c'est l'occasion, la SEMAD en réalité justement est l'occasion de pouvoir communiquer sur tous ces sujets, de montrer les diverses perspectives, les diverses opportunités, les diverses possibilités qui existent et comment est-ce qu'ensemble, on pourrait en bénéficier, on pourrait, pour pouvoir sortir nos pays du pétrin de la misère, de la souffrance, etc., etc. Dans tous les cas, ce sont les hommes qui sont derrière tout ça. On a besoin de vous, on a besoin de nous, on a besoin du leadership de chacun, parce que dans ces domaines-là, ces sujets ou des domaines qui interpellent le bon sens de l'être, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-vivre, et tous ces sens, toutes ces questions de leadership pour pouvoir développer cette technologie. Derrière une technologie, il y a un humain. Il y a l'intelligence artificielle, on en parle. L'intelligence artificielle a toujours été utilisée dans le domaine spatial. C'est maintenant que c'est en vogue. Nous autres, que ce soit, j'allais dire, en Afrique ou au Bénin ou dans les pays francophones surtout, nous sommes les bébés dedans, donc sur les thématiques de l'intelligence artificielle qui sont enfin en train de faire l'émulation maintenant sur la place publique, etc.
et autres. Donc, il a tellement de choses en fait. Il a les blockchains, donc qui est déjà dans le spatial. On en parle, on n'en parle pas suffisamment encore assez ici, mais il y a des entreprises que je connais qui déjà en 2024 font leur projection de chiffre d'affaires à 420 milliards. 420 milliards, s'il vous plaît, de chiffre d'affaires mensuel hein, pour une entreprise. 420 milliards de chiffre d'affaires. C'est énorme, des PIB en réalité que de plusieurs pays ensemble. Donc, c'est autant de choses en fait qui sont déployées, développées dans ces industries en question. Donc voilà, euh, place au public pour nous laisser leurs questions, leurs inquiétudes. Vous avez nos contacts, vous savez comment nous joindre. Euh, Merci beaucoup à celle pour d'être rendu disponible pour cette séance, cette discussion assez super intéressante, cet échange et Oui. de permettre aux uns aux autres de découvrir qu'il y a des possibilités. L'une des questions qui revient souvent en réalité, c'est comment faire? Comment faire? Nous sommes en Afrique, on n'a pas d'école, c'est vrai, on n'a pas d'école de formation, on n'a pas de centre de formation, on n'a pas, il y a quelques-unes écoles. Il y a une école au Maroc, il y a une école en Égypte et désormais ou dorénavant, on a une agence spatiale africaine en réalité qui a été conçue par l'Union africaine, donc qui est basée en Égypte, donc qui s'appelle, je crois, agence, oui, c'est ça, qui est basée en Égypte. En réalité, L'Agence spatiale africaine. à Caire précisément. Donc, bientôt aussi, on aura une université spécialement pour le domaine aérospatial, pour former les astronautes, etc., aussi en Afrique. Donc, qui est un programme mis en place par l'Union africaine qui est en cours. Donc, il y a espoir. Il faut faire confiance en soi. Et la chose déjà qu'on peut faire, par laquelle on commence là actuellement, c'est des séances comme la semaine de l'astronomie de découverte spatiale pour démystifier, pour vulgariser, communiquer et rentrer en dialogue, montrer des applications et que nous-mêmes déjà par nos propres moyens, nos petites choses, on peut bricoler, faire déjà des choses. Il y a le secteur, en fait, c'est le secteur privé qui fait la prouesse et les grandes réussites de l'ingénierie aérospatiale. C'est le premier humain ayant fait 180 minutes dans l'espace a été une mission lancée par des privés, donc, notamment de Peter Diamandis, a été avec la fondation Insprise. Donc, qui était un fonds d'assurance qu'ils ont mis en place à l'époque pour pouvoir pour pouvoir mobiliser des ressources pour faire le lancement et autres, etc., avec beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est des privés, ce sont des privés, donc des personnes sortant des universités ou encore à l'université, des jeunes de moins de 20 ans, de moins de 20 ans qui s'unissent, je dis bien qui s'unissent, no matter where they're from, their backgrounds, et qui travaillent, développent des projets fabuleux dans ce secteur-là, qui font de levées de fonds très conséquents et très énormes pour développer ces sujets. Donc, c'est possible, pourquoi pas nous aussi? On en est capable. Il suffit juste que chacun, en réalité, met un peu d'eau dans son vin, baisse un peu ses égos et voir comment est-ce qu'on peut faire pour que l'ensemble, l'unité, en réalité, rayonne et réagisse euh, pour pour, pour nos nations, pour notre continent ensemble. On a tous été une même terre, le même dominateur commun. On a tous le même dominateur commun, la terre. On n'a pas de choses. Et l'univers, voilà, ça nous appartient. Et One, voilà. one, one Earth, one love. Pardon? One Earth. Je pense qu'il y a il y a One Earth, one love. Je pense que j'ai vu ça quelque part. One Earth, one love. Yeah. Ok, voilà, Thierry, tu as tout bien dit. Tu as donné le à propos de tout ça. Donc, je remercie de m'avoir donné l'opportunité donc de faire ce panel-là, de présenter, de donner un peu plus d'explications par rapport aux choses. Donc, comme on le dit en japonais, gosecho arigatou gozaimashita. Ning, Yeah.
Bye.